J'aime bien les ports. Les bateaux, l'élément marin, cette espèce d'amoncellement de choses un peu métalliques, de choses un petit peu industrielles. C'est quelque chose qui peut faire méditer, puis en même temps il y a cette espèce d'activité à la fois lente, parce qu'un bateau qui rentre dans un port c'est assez majestueux, c'est assez lent, mais en même temps quelque chose qui fonctionne et sans arrêt. En même temps c'est le travail des hommes. Et les villes où il y a un port, ça me ramène forcément à ma ville. La lumière qu'il y a aujourd'hui ressemble beaucoup à la lumière de Marseille en hiver et c'est finalement une lumière de Noël chez nous. Puis c'est une ville un petit peu agitée, un peu bruyante comme ici. Je crois que c'est une ville où il faut un petit peu faire un effort pour s'élever et grandir. C'est plutôt constructif quoi, quand on est un gamin. J'étais un petit garçon qui était très turbulent et à qui on a appris petit à petit à être un peu plus sage, mais à peine. À peine, donc j'ai trouvé un dérivatif en devenant chanteur. Oui, vaut mieux là. Avant le chant, mes passions, c'était déjà la musique, mais globalement, hein, j'allais dire, ça pouvait aller de la chanson française, Brassens, Brel, Ferré, des gens comme ça, en passant par la musique dite classique. À partir du moment où on sait manipuler ce que les enfants d'aujourd'hui ne connaissent plus et qu'on appelait un tourne-disque, qui était quand même une manipulation pas aisée pour un gamin, surtout quand c'était le tourne-disque du papa et qu'on faisait ça un peu dans son dos quand il n'était pas là. Donc on prenait les disques de la discothèque, il n'y en avait pas énormément parce que ça coûtait cher, et on se les écoutait en douce, et il y avait beaucoup dans ces disques, beaucoup de disques d'opéra. Et donc j'ai commencé à chanter sur les disques, un petit peu pour mon plaisir, et de manière très, très individuelle, sûrement pas devant les autres. J'ai commencé à chanter peut-être vers l'âge de 15-16 ans, quoi. Après avoir écouté longtemps ne chantant pas. Les airs les plus publics, les plus, c'est un secret pour personne. Ce sont les grands airs de ténor. Et donc, tu mets un disque et tu chantes ces airs-là. Tu chantes pas l'air du baryton. Et puis, à l'âge où j'ai commencé à ouvrir le bec, la tessiture, à cause de l'âge et d'un tas de choses, était plus facile en haut et la voix était moins installée. Et donc, finalement, un petit peu à l'arraché, j'arrivais à accrocher ces airs, quoi. Et finalement, ce qui était un petit peu difficile, je me disais qu'un professeur de technique arriverait à m'aider à résoudre ça techniquement, et que donc forcément, vu que j'avais les notes, comme on dit, je devais être ténor et je n'avais qu'à apprendre à utiliser ma voix. Et lorsque j'ai passé ma première audition devant la dame qui allait devenir mon professeur, Claudine Duprat, je revois Claudine que je ne connaissais pas du tout à l'époque, et qui me dit « C'est bien, vous ferez peut-être un jour un beau baryton ». Et là, ça a failli être la fin de ma carrière, parce que j'avais aucun intérêt à être baryton. Elle m'a envoyé donc dans ce répertoire-là, et elle m'a ouvert à un monde. Et je suis ravi aujourd'hui.
Donc j'ai un petit peu baigné là-dedans. Et puis d'un autre côté, il y avait du côté de mon père toujours eu un intérêt pour le sport, donc il m'a apporté ça. Grâce à lui, j'ai fait beaucoup de sports très différents, et notamment de manière assez sérieuse, qui était le cyclisme. C'était déjà un sport de soliste, parce que quand on est sur un vélo, on est seul. C'est un sport hautement compétiteur. Et là aussi, où on forge un caractère. Et c'est un sport de méditation, de concentration. Donc finalement, j'ai pu même m'appuyer sur ces choses-là lorsque j'ai commencé la carrière, où il fallait que je puisse me raccrocher à quelque chose que je connaissais, quoi. Lorsque je suis rentré, disons, dans un cadre professionnel ou semi-professionnel qui avait trait avec la musique, j'ai décidé d'y entrer plus par curiosité, parce que le chant et la musique me plaisaient, plutôt qu'en pensant à réellement me former pour que ça devienne un jour un métier. Et j'ai lâché la fac d'éco qui jouxtait le bâtiment du CNIPAL, et c'était pratiquement en me disant, mais en même temps, si ça se trouve, dans un an, je reprends les études d'économie. Je n'étais pas du tout persuadé simplement d'y arriver, quoi, parce que lorsqu'on va écouter dans des théâtres des gens admirables comme Van Damme, comme j'ai encore eu la chance de voir Crespin sur scène, ou des gens de ce calibre-là, on les adore et on ne s'imagine pas que ce soit possible de réaliser la même chose. On rentre dans un engrenage qui nous porte vers le métier, avec plus ou moins de succès. J'ai eu la chance que les choses aillent assez vite pour moi, au début tout au moins, et d'avoir peut-être une voix qui tombait au bon moment, au bon endroit, et qu'on a pu apprécier, et qui m'a permis de m'ouvrir de plus en plus de belles opportunités dans ce métier-là. Depuis que je suis gamin, j'adore ça. Hein, quand même, on y croirait. Pas mal. Pas mal.
Buenas tardes. Allez, adelante. Como siempre, yo tengo vuelo que pagar. Normal. Bueno, gracias. Moi, je suis pas habitué à passer par là, moi, en fait. Tu vois, je suis un peu perdu. Voilà, ¿qué tal? Les appartements, les énormes appartements de Barcelone. C'est calme, on entend des collègues chanteurs qui chantent bien, pas loin. Pas de raison que je me sente plus serein dans ma loge que dans un bel appartement à côté. J'imagine que même de manière quasiment inconsciente, on rentre dans une espèce de concentration qui fait que les choses ont tendance un petit peu autour de nous à se ralentir. On rentre dans une espèce de... Oui, pas dans le rôle, mais en attendant dans la soirée, vraiment, tout doucement. Parce que c'est déjà plus tout à fait une phase d'attente, c'est déjà une phase de préparation, c'est beaucoup plus tangible, quoi. On rencontre les collègues, on est finalement où les choses vont se passer, quoi. C'est un événement en même temps, parce qu'il y a une salle qui est en train de se remplir à 2 minutes à pied par les couloirs. Et puis nous, on arrive sur scène et on est devant un public qu'on ne connaît pas, qu'on maîtrise encore moins. Et donc il y a une espèce, on s'apprivoise l'un l'autre, quoi. C'est une belle expérience. Tiens, tape à la porte. Oui. C'est le maquillage. Ça c'est très important, on ne parle jamais des maquilleurs, des habilleurs, on ne les voit jamais ces gens-là. Ce sont des gens extrêmement discrets qui très souvent ne vous parlent que si vous êtes demandeur, sinon ils ont tendance à vous laisser dans votre concentration. Et ce sont des gens qui participent de manière assez importante de l'atmosphère qu'il y a dans une maison et donc de l'atmosphère propice qu'il y aura à créer un événement heureux sur scène, quoi. Quand j'ai commencé la carrière il y a un peu de temps, il y aura 20 ans de ça, j'étais extrêmement stressé, comme tout le monde j'imagine, et finalement on se rend compte, si on raisonne un petit peu, d'abord que ça enlève énormément les moyens et que finalement, si on y réfléchit un peu, ça n'est motivé que par des raisons idiotes, quoi. Mais à partir de là, on peut essayer de se raisonner et puis de comprendre que finalement, lorsqu'on est vraiment prêt, en tous les cas lorsqu'on a, comme on dit, rien à se reprocher, quoi, qu'on a vraiment bien préparé son rôle, qu'on a tout fait pour mettre sa voix en forme et qu'on a bien travaillé la mise en scène, je veux dire, s'il faut encore avoir peur de quelque chose, c'est limite qu'un avion se casse la figure sur le théâtre, quoi. S'il y a stress, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Chez moi, malade ou des choses de ce genre-là, bon là, il peut y avoir une nécessité de se concentrer de manière plus importante ou autre, c'est clair. Mais si les choses vont normalement, il n'y a pas de raison particulière de se retrouver dans un état d'énervement complètement stérile, quoi. Et ça aide beaucoup, ça aide à mieux vivre ce métier qui effectivement, si on y réfléchit 2 minutes aussi et dans l'autre sens, c'est un métier qui est extrêmement exposé et où on est un petit peu, on peut être la cible des bravos un jour et la cible de sérieux coups de fusil le lendemain, quoi. Pour moi, c'est intéressant de travailler le matin pour pas trop avoir travaillé le soir dans le spectacle. Et il est vachement intéressant de travailler tous les jours pour pas avoir à travailler trop tous les jours. Tu n'as pas à faire ta voix 1h30, 2 heures le matin d'un spectacle si tu l'as travaillé, disons, une demi-heure chaque jour d'une semaine, quoi, tranquillement. J'avais parlé avec un très grand baryton qui s'appelait, puisqu'il n'est plus de ce monde, il s'appelait Renato Capé, qui me disait, moi, faire ma voix, c'est pas faire des aigus ni des graves, c'est trouver le legato. Ah ouais. Quelque part, ça veut dire que si tu chantes bien les gâteaux, ça veut dire que c'est soutenu, et donc ça veut dire que le reste va.
a quand même pas mal de paramètres à gérer en dehors de simplement faire sa voix et d'arriver à l'heure au théâtre et d'être bien sur scène. Quoi. Ce soir, j'ai la gorge qui gratte, pour tout dire. Mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est les aléas du chant et quand on vient de se mêler à ça, on vient de se mêler à la difficulté d'un rôle, les difficultés, même des toutes petites difficultés de santé, ça devient très très compliqué, quoi. C'est comme un sportif de haut niveau, évidemment, lorsqu'on a un rhume et qu'on est chez soi, c'est pas très 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 grave, quoi. Il faut beaucoup de caractère par rapport aux aléas de la vie, et puis il faut beaucoup de caractère parce qu'en face, ils sont 2000, 3500 caractères. Donc il faut quand même beaucoup pour se poser là-devant et pour oser ouvrir la bouche sans micro. Ça, c'est de plus en plus rare. Je crois que ça fait partie de la beauté du geste que de se lancer dans le grand bain sans filet, quoi, sans bouée de sauvetage. C'est quand même, ça a plus d'allure. En tous les cas, moi, lorsque je vais à l'opéra, ce que je viens chercher, c'est ça. C'est même pas d'ailleurs tellement la performance d'avoir une voix qui passe l'orchestre, parce que ça, c'est relativement courant chez les gens qui travaillent leur voix pour. Mais c'est une voix qui passe l'orchestre et qui développe une émotion, qui apporte quelque chose qui touche. Pas simplement qu'on entend, mais qu'on écoute. Et je crois vraiment que le micro enlève beaucoup de cette instantanéité. Adesso? Non sapevo! Accidenti. Diretta dove? Radio Catalunya. Perché non l'ho visto? Radio? Oui, Catalunya Radio. Ah, mais par Internet, tu peux capter. Avec Internet, direct. Radio Catalunya? Pas de Catalunya. Alors maintenant, troisième acte, le départ pour la Louisiane. Ça, c'est un acte terrible. Enfin, c'est une musique extraordinairement complexe parce qu'elle inspire. Et je trouve que c'est vraiment un des actes les plus réussis. Et puis alors, musicalement et vocalement, extrêmement difficile. C'est là où on apprécie de ne pas être ténor. Bon, je vais aller m'habiller. Hop. Ah, Non v'avvicinate, che dico a me costei nessun strappar. et voilà. Contrairement à ce qu'on peut dire dans certains médias, les salles d'opéra sont très remplies. Je crois que ces gens-là, dans le monde qu'il y a aujourd'hui de facilité, où finalement on peut écouter de la musique sur Internet, ont une démarche assez militante que de venir acheter des places et de faire la queue pour acheter des places pour entendre tel artiste ou voir telle mise en scène ou entendre tel chef d'orchestre. Il y a même des gens qui se déplacent d'une ville à l'autre, voire d'un pays à l'autre pour voir un spectacle. C'est une affaire de passion, l'opéra. Donc je crois que ces gens-là, il ne faut pas chercher à les flatter, il ne faut pas chercher à leur servir absolument ce qu'ils attendent trait pour trait. Il faut parfois les surprendre, parfois les agacer, mais il faut toujours les respecter. Je ne veux pas qu'on compare ce métier à un autre métier vocal. Je ne méprise personne, mais je suis orgueilleux de ce métier-là. Hey!
c'est tellement un don que je pense même que lorsqu'on chante, il y a quelque chose qui nous échappe dans ce qu'on peut produire vocalement. Il y a des couleurs, il y a des phrasés qui, même en travaillant tous les jours comme il faut travailler, il y a des choses et des vérités de nous-mêmes ou des vérités un peu plus absolues qui peuvent nous échapper. Et je pense que c'est ce qui crée une partie de la magie d'une soirée à l'opéra, écouter des chanteurs en tous les cas qui sont expressifs, parce que malheureusement, il y a aussi certains chanteurs qui sont strictement dans l'émission du son, et pour moi, je trouve ça un petit peu stérile, quoi. Je préfère que le son, beau ou pas beau, en tout cas, serve à l'expression et d'un rôle et de l'âme de celui qui est sur scène et qui chante. Ça me touche beaucoup plus. Je crois qu'il faut considérer l'art lyrique comme un vrai métier, un travail quotidien et un métier. Si on commence à envisager que c'est quelque chose de l'ordre du divin, de l'ordre de je ne sais pas quoi, enfin de complètement sacralisé, je crois qu'on peut effectivement décoller du réel et se draper dans une espèce d'attitude de gardien du temple. Pour moi, c'est très dangereux de se perdre et de considérer qu'on est des êtres exceptionnels, et que je crois que l'art lyrique est exceptionnel. Je crois que c'est un art, comme j'ai pu dire par ailleurs, qui est très élitiste, mais élitiste au bon sens du terme, c'est-à-dire qui cherche finalement, en étant très élevé, à amener les gens vers cette élévation, et pas du tout une élite méprisante et interdite. Tout le monde peut se payer une place à l'opéra, ou à peu près aujourd'hui, au moins une fois par an. Donc c'est pas élitiste dans ce sens-là. C'est élitiste par le fait qu'on doit maintenir une qualité qui est totalement exceptionnelle, si possible, tous les soirs. Ça, c'est très difficile. Dans tous les cas, c'est notre travail que de s'y efforcer. Mais je ne crois pas que moi, en tant que chanteur, je ne crois pas que je dois me considérer comme quelque chose d'inaccessible, de sacré ou autre, non. Moi, je suis le bâtisseur de cathédrales, c'est la cathédrale qui est sacrée. C'est pas le maçon qui pourtant aura mis tout son art pour que la cathédrale soit belle. C'est un métier où ton propre corps peut te poser problème, comme pas mal d'autres métiers, quelque part. Les premières années, c'est pas difficile. Je ne veux pas dire que quand on ouvre le bec, ça sort automatiquement, mais il n'y a rien de grave. Le jour où effectivement on commence à prendre conscience que oui, il y a des responsabilités vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis du public. Et là, il faut de l'expérience pour arriver à maîtriser la pression. C'est que finalement, effectivement, l'expérience arrive au moment où on perd l'inconscience. Et ça arrive drôlement bien. Je ne fume pas, je bois un tout petit peu, juste pour le plaisir, mais ouais, j'ai un vice, oui, c'est vrai que j'aime beaucoup conduire, quoi. De la même manière qu'il y a une maîtrise de la ligne de chant, il y a une maîtrise de la trajectoire. Non, mais c'est très passionnant, et c'est des grands moments de silence interne chez moi, c'est très curieux, ça paraît complètement... Quand je le dis moi-même, ça me paraît irrationnel, donc je pense que les autres ont encore plus de mal à le comprendre, mais bon, c'est comme ça.